Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où une femme peut être poussée par la violence domestique avant de trouver la force de se battre pour sa propre vie? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui vous fera réfléchir au courage, au véritable amour et à la façon dont le destin met parfois sur notre chemin la personne dont nous avons besoin dans les moments les plus sombres de notre vie. Si vous êtes une femme forte qui croit au pouvoir de prendre un nouveau départ, ne partez pas sans aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous construisons une communauté de femmes autonomes et devons atteindre 1000 abonnés pour accéder aux ressources qui nous permettront de vous proposer encore plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Votre soutien est crucial pour que nous puissions toucher d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ces messages d'espoir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires transformatrices. Notre histoire se déroule en 1847 dans la région rurale de Sao Paulo, une époque où les femmes étaient de la propriété de leur mari selon la loi, où les cris à l'aide à l'intérieur de la maison étaient un écho qui mourait entre quatre murs et où le mot « divorce » n'existait même pas dans le vocabulaire féminin. Les manoirs se dressaient tels des forteresses de silence, leurs épais murs de pierre, protégeant des secrets qui ne devaient jamais voir le jour. C'était une époque où la violence domestique n'avait ni nom, ni loi, ni protection. Elle était simplement acceptée. Marilia Santos avait 25 ans, et ses yeux couleur miel exprimaient toute la tristesse de quelqu'un qui avait appris trop tôt que rêver pouvait être dangereux. Ses cheveux noirs, autrefois brillants comme de la soie, pendaient désormais sans vie sur ses épaules délicates, toujours masquées par des robes aux couleurs neutres, grises, brunes, beige, comme si elle cherchait à se rendre invisible. Depuis toute petite, elle rêvait de devenir institutrice. Elle passait des heures à apprendre à lire à des poupées de chiffon, imaginant une salle remplie d'enfants curieux, scrutant chacun de ses mots. Mais en 1842, à l'âge de 20 ans, ce rêve fut enseveli sous le voile d'un mariage arrangé. Son père, un marchand criblé de dettes, voyait en Ricardo Almeida le sauveur de l'entreprise familiale. « C'est un bon parti, ma fille », dit-il sans la regarder dans les yeux. « Un homme respecté, avec des terres, un nom, tu auras une vie confortable. » Confortable. Quelle cruelle ironie que ce mot. Ricardo Almeida était tout ce que la société considérait comme un homme exemplaire. À 35 ans, il possédait une ferme prospère, allait à l'église tous les dimanches, contribuait à des œuvres caritatives locales et savait exactement quoi dire en toutes circonstances. Grand, imposant, avec une barbe taillée et des vêtements impeccables, Ricardo dominait chaque pièce où il entrait. Sa voix grave imposait le respect. Ses poignées de main étaient fermes et son sourire, son sourire était un chef-d'œuvre de tromperie. Car derrière cette façade parfaite vivait un homme qui se nourrissait de peur, qui prenait plaisir à voir la terreur dans les yeux de sa femme, qui avait transformé leur mariage en une zone de guerre où il était le seul combattant armé. Le premier passage à tabac eut lieu 3 semaines après le mariage. Marilia avait servi le dîner avec 2 minutes de retard. 2 minutes. Ricardo se leva de sa chaise avec un calme effrayant, s'approcha d'elle et sans prévenir, lui donna une gifle qui la projeta contre le mur. « Tu apprendras à me respecter », dit-il, en redressant sa veste, comme si de rien n'était. Dès lors, tout lui servirait d'excuse. Un thé trop chaud, un thé trop froid, une assiette mal lavée, un regard qu'il interprétait comme un défi, un mot prononcé sur un ton inapproprié, une larme qui coulait au mauvais moment. Marilia apprit à marcher sur la pointe des pieds dans sa maison, à contrôler sa respiration pour qu'elle ne soit pas trop bruyante, à baisser les yeux dès qu'il entrait. Elle développa l'étrange capacité de prédire son humeur, à sa façon de claquer la porte, au bruit de ses pas, au temps qu'il mettait à répondre lorsqu'elle lui parlait. Les femmes de ménage, Dona Benedita, la cuisinière, et João, le concierge, savaient pertinemment ce qui se passait. Comment aurait-elle pu l'ignorer? Les cris, les bruits,
les jours où Marilia ne descendait pas prendre son petit déjeuner parce que les marques violettes sur son visage étaient inexplicables. Mais l'omerta a prévalu. Remettre en question son patron signifiait perdre son emploi, et dans les moments difficiles, travailler était un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir. Ricardo avait le don d'humilier Marilia devant les autres. Lors des dîners avec des invités, il élevait délibérément la voix. « Marilia, pour l'amour de Dieu, tu ne sais rien faire de bien. Comment une femme peut-elle ne même pas dresser une table convenable ?» Les invités baissèrent les yeux, gênés, mais personne n'osa intervenir. « C'était une affaire de couple, dirent-ils. « Une affaire privée, murmurèrent-ils. » Et Marilia ravala sa honte comme quelqu'un qui avale du verre pilé. La question des enfants était son supplice quotidien. « N'a 3 ans de mariage et ma femme ne m'a pas donné d'héritier », déclarait-il à qui voulait l'entendre. « N'est-elle pas douée pour ça ?» Ce que Ricardo ignorait et que Marilia n'oserait jamais dire, c'est qu'elle avait perdu un enfant très tôt dans son mariage, après une raclée des plus brutales. Depuis, son corps était incapable de supporter une nouvelle grossesse. Les guérisseurs locaux parlaient à voix basse de blessures internes, mais n'en parlaient jamais clairement. Elle portait cette douleur en silence, se reprochant quelque chose qui était complètement hors de son contrôle. C'était le 15 octobre 1847. Marilia se souvenait de cette date car c'était l'anniversaire de sa mère, décédée 2 ans plus tôt. Elle avait passé la journée dans une profonde mélancolie, se remémorant l'époque où elle croyait encore aux fins heureuses. Ricardo rentrait ivre, ce qui intensifiait toujours sa violence. Il avait perdu de l'argent au jeu en ville et avait besoin que quelqu'un paie sa frustration. « Où est mon dîner, espèce d'inutile ?»« C'est sur la table, Ricardo, comme toujours. »« Comme toujours. Comme toujours. » Il se pencha, son souffle chargé d'alcool lui brûlant le visage. « Tu crois pouvoir me répondre? Tu crois avoir le droit d'avoir ton opinion dans cette maison ?» Le premier coup lui atteignit l'estomac, la pliant en 2 de douleur. Le second la toucha au visage, lui laissant un goût métallique de sang. Mais cette fois, Ricardo ne s'arrêta pas. À chaque coup, il lançait insultes, accusations et menaces de mort. « Tu n'es bonne à rien. Tu n'es même pas digne d'être une femme. J'aurais dû te laisser mourir de faim dans la maison de ton père. » Marilia s'effondra sur le sol du salon, la vue brouillée, sentant une douce chaleur lui couler sur le front. Pour la première fois en 5 ans de mariage, elle en était absolument certaine. Si elle ne s'échappait pas cette nuit-là, elle mourrait dans cette maison. Ricardo monta à l'étage en murmurant des menaces. C'était sa chance. Avec le peu de force qui lui restait, Marilia se traîna jusqu'à la cuisine. Donna Benedita avait laissé un morceau de pain et de l'eau sur la table. Elle mangea rapidement, sachant qu'elle aurait besoin d'énergie pour la suite. Pieds nus, vêtue seulement de sa robe déchirée et tachée de sang, elle ouvrit la porte de derrière et sortit dans la froide nuit d'octobre. Le croissant de lune apportait peu de lumière, mais cela suffisait à la guider, loin de cet enfer. Chaque pas était une lutte contre la douleur, contre la peur, contre cette voix intérieure qui lui disait qu'elle ne pourrait survivre seule. Mais une force plus grande la guidait, la certitude que la mort, par exposition au froid, était préférable à la mort aux mains de Ricardo. Elle marcha pendant des heures, trébuchant sur des rochers, se coupant les pieds nus sur des branches, jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus la soutenir. Puis elle aperçut, au loin, la lueur orangée d'un feu de joie. Kawe, qui signifie faucon en tupi, avait 28 ans et était un descendant des Guaranis qui habitèrent ces terres depuis des siècles. Il avait perdu son village lors de conflits avec les agriculteurs 2 ans plus tôt, lorsque les colons avaient envahi les terres ancestrales de son peuple. Il s'était réfugié dans ces forêts sauvages, préservant les coutumes et la sagesse que son grand-père chaman lui avait transmises. Contrairement à beaucoup de membres de son groupe ethnique, Kawe avait appris le portugais dès son plus jeune âge, lors d'un séjour de quelques mois des missionnaires jésuites dans son village. Son père, le chef, était convaincu que la connaissance de la langue des Blancs serait importante pour protéger son peuple. Une ironie amère
car cette connaissance n'a pas empêché la destruction qui a suivi. Cette nuit-là, quelque chose le troublait. Une étrange sensation, comme si les esprits des ancêtres murmuraient que sa vie allait basculer. C'est alors qu'il vit la silhouette chancelante émerger de l'obscurité. Marilia s'effondra à quelques mètres du feu, inconsciente. Koé s'approcha prudemment. Il était habitué aux trahisons des hommes blancs, mais en voyant son état, il comprit immédiatement. Cette femme ne représentait aucune menace. C'était une âme blessée, tout comme lui-même. Sans hésitation, il la porta jusqu'au feu, essuya doucement le sang de son visage avec des tissus en fibres naturelles et la recouvrit d'une couverture tissée par sa mère, l'une des rares reliques qu'il gardait de son séjour au village. Marilia se réveilla 3 jours plus tard, enveloppée d'un arôme inconnu, celui des herbes médicinales que Kaoué préparait selon les enseignements ancestraux de son peuple. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle trouva un homme assis de l'autre côté du feu, ses yeux sombres fixés sur elle, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une inquiétude sincère. Elle fut d'abord surprise. Après tout, c'était un inconnu, et son expérience avec les hommes n'avait pas été positive. Mais quelque chose dans sa posture, la douceur de ses mouvements, la façon respectueuse dont il gardait ses distances, la rassurait. Kaoué leva une main en signe de paix et dit, dans un portugais prudent mais clair, « Vous êtes en sécurité ici. » C'étaient les premiers mots qu'elle entendait depuis des années, qui ne contenaient ni menace, ni sarcasme, ni mépris. Et pour la première fois depuis longtemps, Marilia pleura, non pas de douleur, mais de soulagement. Les jours qui suivirent furent une révélation. Kaoué traita Marilia avec une attention qui confinait au sacré. Il préparait des tisanes de plantes médicinales selon des recettes ancestrales, chassait du petit gibier et cueillait des fruits pour fortifier son corps affaibli, et gardait le feu allumé en permanence pour la protéger du froid. Mais le plus extraordinaire n'était pas l'attention physique, mais le respect. Il ne s'approchait jamais sans demander la permission. Il n'élevait jamais la voix, il ne faisait jamais un mouvement brusque qui aurait pu l'effrayer. Il avait intuitivement compris qu'elle portait en elle des traumatismes qui allaient bien au-delà des blessures visibles. Marilia commença peu à peu à l'aider dans des tâches simples. Elle rangeait les herbes qu'il cueillait, entretenait le feu et préparait les repas. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se sentait utile sans être sous pression, productive sans être menacée. Au cours de longues nuits autour du feu de camp, elles ont commencé à partager leurs histoires. Marilia, d'abord hésitante, a progressivement pris confiance en elle pour parler de ses rêves d'enfant, de son mariage arrangé et de ses années de souffrance. Kaoué écoutait chaque mot avec l'attention de quelqu'un qui comprend que certaines douleurs ne peuvent être guéries que par le partage. Lorsqu'elle eut fini de parler, il lui prit simplement la main. Un geste simple, mais révolutionnaire pour quelqu'un qui n'avait connu le contact masculin que comme une forme de violence. Il a également partagé son chagrin. Il a parlé de son village, de l'arrivée de paysans munis de papiers attestant de la propriété des terres où son peuple vivait depuis des générations. Il a raconté comment il avait perdu ses parents, ses frères et sœurs et son futur mariage, une jeune Guarani nommée Yara, tuée alors qu'elle tentait de protéger les enfants du village. « Les esprits t'ont amené à moi, dit-il en regardant le feu, et ils m'ont amené à toi. » Marilia a commencé à comprendre qu'ils étaient tous deux des survivants, des réfugiés de la cruauté humaine, qui trouvaient l'un dans l'autre non seulement du réconfort, mais aussi un but. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était quelque chose de bien plus profond et durable, une reconnaissance. Deux âmes blessées qui ont reconnu la douleur de l'autre et ont décidé de guérir ensemble. Leur premier baiser eut lieu 1 mois après leur rencontre. Marilia enseignait à Kaoué des mots portugais plus complexes, riant de son intense concentration, tandis qu'il essayait de les prononcer correctement, lorsqu'elle réalisa qu'elle était heureuse. Vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Il remarqua le changement dans ses yeux, s'approcha lentement d'elle et lui demanda «
Puis-je toucher ton visage ?» Sa demande de consentement l'émut tellement qu'elle hocha simplement la tête, des larmes d'émotion ruisselant sur ses joues. Lorsqu'il l'embrassa, ce fut avec la révérence de quelqu'un qui embrasse quelque chose de sacré. Pendant 2 mois, ils vécurent un bonheur simple mais intense. Marilia s'épanouissait, telle une plante qui a enfin trouvé un sol fertile. Elle souriait souvent, fredonnait en travaillant, et son regard perdit cette expression hantée qu'il avait autrefois. Mais le passé, comme une ombre persistante, les a finalement retrouvés. C'était un jour de décembre lorsqu'ils entendirent le bruit des sabots des chevaux qui approchaient. Marilia reconnut immédiatement ces cris autoritaires. C'étaient des hommes envoyés par Ricardo. « On sait que tu es là, Marilia. Sors maintenant et viens avec nous. Ton mari t'offre une belle récompense pour ton retour. » Kawe se plaça aussitôt entre elle et la voix, sa lance fermement agrippée, chaque muscle tendu pour le combat. Marilia, quant à elle, ressentit de la peur, mais sans la terreur paralysante d'avant. Elle avait quelqu'un qui se battrait pour elle. « Vous avez 10 secondes pour nous livrer la femme, Indien !» cria le chef du groupe. « Ou nous l'emmenons de force ?» 7 hommes armés affrontaient un guerrier Guarani. Les chances étaient contre eux, mais Kawe avait 2 avantages. Il connaissait chaque rocher, chaque arbre, chaque cachette de la forêt, et il combattait pour quelque chose de sacré, l'amour et la liberté de Marilia. Tandis que les hommes avançaient, il se déplaçait avec la grâce mortelle d'un jaguar. Sa lance heurta le premier attaquant avant qu'il puisse dégainer complètement son épée. Le second reçut une pierre bien placée en plein front. Le troisième trébucha dans un piège que Kawe avait tendu quelques jours auparavant, pressentant ce moment imminent. Pour la première fois de sa vie, Marilia ne s'enfuit pas et ne se cacha pas. Elle ramassa des branches sèches et y mit le feu, créant des torches improvisées qu'elle lança sur les chevaux, les faisant se cabrer et descendre de cheval. Le combat ne dura que quelques minutes, mais il sembla une éternité. Et de la fin, 3 hommes étaient blessés, 2 avaient pris la fuite, pris de panique, et 2 étaient restés, non pas pour continuer le combat, mais parce qu'ils comprenaient enfin qu'ils affrontaient quelque chose de plus grand qu'eux. « Elle ne reviendra pas », déclara Kawe, sa lance toujours prête à attaquer. Plus jamais. Le chef du groupe, ensanglanté par une coupure au bras, regarda Marilia. Il vit dans ses yeux une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il comprit que même s'il l'emmenait de force, elle trouverait un moyen de retourner auprès de cet homme. « Votre mari n'abandonnera pas », a-t-elle prévenu avant de partir. « Alors il devra d'abord me tuer », répondit Kawe. Cette nuit-là, autour du feu de camp, Marilia prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle se leva, s'approcha de Kawe et lui prit les mains. « Je veux rester », dit-il d'une voix assurée pour la première fois depuis des années. Non pas parce que je fuis quelque chose, mais parce que j'avance vers quelque chose, vers toi, vers la vie que je mérite de vivre. Kawe se leva et la serra dans ses bras. Alors, nous serons ensemble, pour toujours. C'était un vœu de mariage plus authentique que n'importe quelle cérémonie religieuse. 2 êtres humains choisissant consciemment de construire une vie fondée sur le respect, l'amour et la protection mutuelle. Au cours des mois qui suivirent, ils bâtirent une vie simple mais épanouissante. Kawe chassait et pêchait, Marilia s'occupait du jardin qu'ils cultivaient ensemble et finit par devenir enseignante. Elle apprit à Kawe à lire et à écrire en portugais, tandis que lui enseignait les coutumes et quelques mots de Tupi-Guarani. « Chaque jour passé avec toi est un cadeau des esprits ancestraux, » disait-il, les matins où il se réveillait enlacé près des braises encore chaudes du feu. Marilia a découvert qu'elle pouvait rire aux éclats, chanter sans crainte, exprimer ses opinions, exprimer son désaccord avec respect et même se mettre en colère sans que cela n'entraîne de violence. Elle a découvert que le véritable amour ne diminue pas une personne, il la sublime. L'histoire de Marilia nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une issue, que le véritable amour ne s'impose pas par la force, mais s'épanouit dans le respect mutuel.
que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'action malgré la peur. Elle nous montre que mériter d'être traité avec dignité ne se mérite pas. C'est un droit inné. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, pour choisir une vie différente, pour découvrir qui nous sommes vraiment sans être rabaissés par quelqu'un d'autre. À chacun de vous qui regardez cette vidéo, je souhaite laisser un message. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous méritez d'être aimé, respecté et protégé. Si vous êtes victime de violence, n'oubliez pas, des personnes et des institutions sont là pour vous aider. La chaîne 180 est disponible 24h24 pour vous accompagner dans vos démarches en matière de violence conjugale. Et vous, chers spectateurs, laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? D'où regardez-vous? Votre participation est essentielle à la construction de cette communauté de femmes fortes et autonomes. Si cette histoire vous a touché, aidez d'autres femmes à la découvrir, aimez, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Ensemble, nous sommes plus fortes. Jusqu'à la prochaine histoire et rappelez-vous toujours, vous méritez d'être heureux.